Bonjour pour cette sixième et dernière séance sur les bases fondamentales de l'immunologie. C'est un immense plaisir pour moi de vous présenter la dernière séance qui va porter sur l'immunité spécifique, bien sûr, des lymphocytes B, après avoir vu les lymphocytes T. Et nous allons essayer de mieux comprendre le rôle des lymphocytes B et bien sûr leur genèse et l'interaction avec les cellules T. Quels sont les acteurs de la réaction immunitaire? Et là, c'est valable bien sûr pour les T et les B. Un, les organes de l'immunité. Nous avons la moelle osseuse, organe lymphatique primaire, le thymus, organe lymphatique primaire. Il ne produit pas toutes les cellules, mais il différencie les cellules T. La rate, ganglion lymphatique et les tissus lymphoïdes, c'est-à-dire les amygdales et bien sûr les plaques de Peyer, qui sont les organes lymphatiques secondaires, sont le lieu de production et de différenciation des cellules de l'immunité. Les antigènes, facteurs déclenchants, sont les plus souvent protéiques. S'il n'y a pas d'antigènes, il n'y a pas systématiquement de réaction immunitaire. Les lymphocytes sont les cellules effectrices de la réaction immunitaire. Ils comprennent les lymphocytes B et les lymphocytes T, parmi lesquels on distingue spécialement deux sous-populations, les T auxiliaires ou T helper et les T suppresseurs ou T cytotoxiques. Nous avons vu bien sûr les cellules T. Les cellules présentatrices d'antigènes sont lesquelles il n'y a pas de présentation et donc qu'on appelle CPA, capturent les antigènes, les conditionnent et les présentent sous forme immunogène aux lymphocytes. Et enfin, les molécules CMH, complexes majeurs d'histocompatibilité. Les facteurs déclenchants. À l'origine de toute réponse immunitaire, il y a la pénétration d'un élément étranger qui, d'une part, déclenche la réaction immunitaire, c'est l'effet immunogène, et d'autre part, réagit d'une manière spécifique avec les produits de cette réaction, c'est l'effet antigène. Les antigènes sont nombreux et variés. Nous avons les bactéries, les virus, les parasites, les cellules étrangères, les substances toxiques, les médicaments. Seules certaines structures appelées sites ou déterminants antigéniques ou épitopes sont actifs. Bien sûr, un virus n'a pas un seul antigène, il a des dizaines et des dizaines d'antigènes. Certains sont plus importants que d'autres et c'est pour ça que vous avez remarqué que par exemple le virus Covid, on parle des protéines ou ces antigènes spike qui sont essentiels à l'attachement. Et il y a d'autres antigènes qui permettent la pénétration et ainsi de suite, qui permettent ce qu'on appelle déterminants antigéniques contre lesquels nous allons développer des anticorps. La moelle osseuse, dont l'équivalent chez les oiseaux de la bourse de Fabricius, est le lieu de production de toutes les cellules de l'immunité et des cellules hématopoïétiques. Les lymphocytes qui la peuplent sont appelés B en anglais, bone marrow, équivalent de notre moelle osseuse. Bien sûr, le B a été donné au début parce qu'on a trouvé les cellules B chez les oiseaux, dans la bourse de Fabricius. Mais comme la bone osseuse, il n'y a pas de B, on a gardé l'appellation anglaise de bone marrow. La voici, bien sûr, la moelle osseuse, et la voici chez les oiseaux, la différenciation. Chez nous, les cellules B naissent et se différencient dans la moelle osseuse. Chez les oiseaux, naissent et se différencient dans la bourse de Fabricius. Les cellules hématopoïétiques totipotentes se différencient en progéniteurs déterminés à l'origine de toutes les cellules sanguines. Hématies, plaquettes, monocytes, macrophages, lymphocytes pro-T et lymphocytes pro-B. Outre sa fonction d'organe producteur, la moelle osseuse se comporte également comme un organe lymphoïde primaire pour la différenciation et la maturation des lymphocytes. On a déjà vu ce schéma. La moelle osseuse, bone marrow, abrite les cellules souches hématopoïétiques et ces cellules vont se différencier en trois grandes lignées, la lignée lymphocytaire, la lignée myéloïde et la lignée érythropoïétique. La lignée lymphocytaire va nous donner les cellules B qui vont se différencier dans la moelle osseuse avant de la quitter. La lignée va nous donner les cellules T qui vont aller dans le thymus, qui vont se différencier en cellules T8 et en cellules T helper. Et elle va nous donner aussi les NK cells. La lignée myéloïde, elle va nous donner les cellules mastocytes, les basophiles, les nucléaires, les neutrophiles, les monocytes, les macrophages et bien sûr les éosinophiles.
Comme les cellules T se différencient, ils sont sélectionnés dans le thymus, les cellules B sont sélectionnées dans la moelle osseuse. Puisque les BCR, les récepteurs des cellules B, sont produits au hasard des réarrangements génétiques, il existe aussi un risque que ceux-ci reconnaissent les antigènes du soi comme étrangers. Les lymphocytes B, porteurs de tels récepteurs, doivent donc être éliminés. On doit toujours éliminer les cellules B qui risquent de commettre l'irréparable, c'est-à-dire attaquer le soi. Les cellules B de la moelle osseuse expriment, les cellules, de la moelle osseuse expriment des molécules, CMH, de classe 1 et de classe 2, qu'elles présentent aux lymphocytes pré-B et matures. Si le BCR reconnaît une molécule CMH, la lésion entraîne la mort parce qu'il va initier, bien sûr, une réaction contre le soi. Si le BCR ne reconnaît pas la molécule CMH avec le peptide, il est sélectionné, il devient immunocompétent et quitte la moelle osseuse pour aller par voie sanguine, pour aller loger dans les ganglions lymphatiques, dans la rate et bien sûr dans les amygdales. Voici la zone de la moelle osseuse. Ici, nous avons les cellules souches pluripotentes qui vont nous donner bien sûr la lignée lymphocytaire, mis à part la lignée myéloïde qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. La lignée lymphocytaire, elle va donner les T qui vont aller dans le thymus et les B vont rester dans la moelle osseuse à un certain degré. On aura les pro-B, on aura déjà les cellules pré-B qui commencent déjà à avoir des anticorps IgM à l'intérieur de la cellule, et après, les cellules pré-B vont quitter la moelle osseuse pour loger dans les ganglions lymphatiques secondaires, et bien sûr, et là, les organes lymphatiques secondaires, et là, ces cellules B, rencontrer les cellules T, CD40. Et vous remarquez très très bien ici que les cellules B et matures sont déjà IgM, IgD positives, elles sont déjà à la surface. Si la cellule B rencontre certaines bactéries, par exemple dans le sang, elle va continuer à synthétiser des IgM. Et là, on voit très très bien que la cellule B, pour synthétiser des IgM, elle n'a pas besoin de l'aide T-helper des CD4, grâce à la communication CD40 ligand. Mais si pour synthétiser les IgG, les IgA et les IgE, la cellule B a besoin de la coopération de cellules T. Donc, c'est énormément cette responsabilité et de communication que nous allons voir dans le détail tout à l'heure. Alors, les cellules B naïves sont IgM, IgD positives, comme nous l'avons dit, vont être activées en recevant des stimuli, c'est-à-dire des antigènes, aussi à l'aide des cellules helper. Elles vont se diviser par clonage, c'est la caractéristique des cellules de l'immunité spécifique, elles vont se différencier. Au début, elles synthétisent des IgM, et après, class switching, avec la communication des cellules T, elles vont synthétiser des IgG. Et vous avez remarqué, dans le Covid, il y a toujours dans la première, et on vous dit IgM, IgG, les IgM sont synthétisés au début parce qu'ils se trouvent déjà à la surface des cellules. Mais ils sont pas très spécifiques. Après, on a les IgG qui sont plus spécifiques et qui disent qu'ils vont venir par la suite. Donc, les IgM, c'est les premiers jours, 2-3 jours, et après, les IgG viennent pour donner une meilleure spécificité. Mais on peut avoir dans l'immunité mucosale les IgA ou dans l'immunité antiparasitaire les IgE. Après, qu'est-ce qui reste? Bien sûr, les cellules mémoire. Et c'est grâce à ces cellules mémoire que nous allons par la suite synthétiser des anticorps quand on est confronté au même agent viral, au bactérien, au parasitaire. La coopération TB est fondamentale. Les cellules T reçoivent l'information à travers les cellules présentatrices d'antigènes, elles se différencient. Les cellules B reçoivent l'information directement à partir du microbe. On a dit que les cellules B peuvent capturer, conditionner et présenter. Elles vont aller avec cet antigène vers la cellule T-helper, et là on a la T-B-cell interaction, l'interaction TB, et elles vont communiquer, et c'est là la T qui va l'orienter à aller vers TH1 ou vers TH2, ou bien sûr pour qu'il y ait une meilleure réponse appropriée. La réaction immunitaire. La pénétration dans un organisme neuf d'une substance, molécule ou cellule appelée antigène instaure dans cet organisme une situation nouvelle. L'organisme est immunisé.
on dit bien aux gens qui ont rencontré le Covid et qui se portent mieux maintenant qu'ils sont immunisés. C'est un peu une vaccination naturelle. Cette situation s'établit parce que se développe une réaction qu'on appelle réponse immunitaire et qui consiste en une prolifération de lymphocytes sensibilisés à l'antigène. C'est la réponse primaire, au cours de laquelle se multiplieront de lymphocytes à vie longue, appelés lymphocytes mémoire. Lors d'une deuxième pénétration de l'antigène, la réaction immunitaire est plus rapide dans ses effets et plus efficace car accélérée et amplifiée par les lymphocytes mémoire qui se multiplient et qui se sont multipliés lors de la réponse primaire. Cette réaction est dite réaction secondaire. Là voici notre réaction primaire. La première fois, c'est valable pour les T et les B, mais comme on est dans un cours pour les B, on se concentre sur les B. Voici la première rencontre. Et vous remarquez ici les jours. La cellule s'active, elle se multiplie par clonage et elle va nous synthétiser particulièrement des IgM. Le pic est atteint à 10 jours avec une certaine concentration, un titre d'anticorps. Après, il y a le déclin, la sénescence des cellules et restent les cellules mémoire. Une fois une deuxième exposition de ces cellules mémoire au même antigène, repeat infection, vous remarquez qu'il y a une rapidité et le pic est atteint à presque 5 jours. C'est pour ça qu'on a l'intérêt d'être immunisé et on a surtout de meilleurs anticorps, des IgG, et avec un taux plus élevé. Accéléré, qualité d'anticorps, quantité d'anticorps très importante, et ainsi de suite. Mieux on est immunisé, et plus on est immunisé, mieux on est préparé. Les préliminaires. L'antigène est endocyté par les cellules présentatrices de l'antigène qui captent l'antigène, le modifient et le présentent aux lymphocytes associés aux molécules classe 2, donc du CMH. Les lymphocytes T qui possèdent le récepteur pour l'antigène TCR entrent donc en contact avec lui par l'intermédiaire de ce TCR à la molécule CD3 qui sont bien sûr activés par ce contact et subissent une transformation lymphoblastique. Les lymphocytes B n'ont pas besoin qu'on leur présente, peuvent reconnaître l'antigène sous sa forme native. Coopération T-helper, bien sûr, B-lymphocyte. C'est très très important cette coopération. Sous l'action de lymphocyte T-helper, les lymphocytes B se multiplient, se transforment en cellules productrices d'anticorps IgM, puis commutent, c'est-à-dire switch, en cellules porteuses d'IgG, d'IgA et d'IgE. Et on n'a pas dit porteuse d'IgM, parce que pour synthétiser les IgM, la cellule B n'a pas besoin de l'aide des cellules T. Elle n'a besoin que pour synthétiser les G, les A et les E, qui au début sont membranaires avant de se différencier en plasmocytes. Donc la cellule B, elle est au début naïve, après elle devient active, et après elle va synthétiser les anticorps, quels qu'ils soient, GAE, et après elle va devenir sécrétrice et elle s'appelle à ce moment-là plasmocyte, secrétaire de ces mêmes classes d'anticorps. Certains deviennent des lymphocytes B, mémoire à vie longue. La stimulation antigénique provoque la transformation lymphoblastique de ceux qui possèdent le site récepteur de l'antigène ayant généré la réaction immunitaire. Immunoglobulines membranaires de la classe des IgM et leur multiplication en cellules effectrices B, avec différenciation en plasmocytes qui sécrètent les anticorps ou immunoglobulines spécifiques. Si la cellule B juge qu'elle n'a pas eu l'apport, bien sûr, des lymphocytes T, c'est surtout quand on a systématiquement ce qu'on appelle la cellule B thymo-indépendant, la cellule B produit des IgM. Maintenant, si elle a besoin de l'aide des cellules T thymodépendantes, donc il faut quand même synthétiser une réaction avec l'aide des cellules T, on produira des IgG, des IgA et des IgE. Évolution des taux des anticorps. Les premiers anticorps n'apparaissent jamais qu'après une période de quelques jours, qui, avec les méthodes de détection les plus sensibles, n'est jamais inférieure 24, 28 heures ou même 48 heures. Donc, il ne faut pas se presser, quand on a le Covid, à faire la sérologie. La sérologie nécessite minimum une semaine pour qu'il y ait suffisamment de taux d'anticorps, voire 10 jours. Des taux réellement appréciables d'anticorps circulant apparaissent entre le 6e ou 7e jour.
Donc, il ne faut pas aller au début, sinon vous allez trouver une sérologie négative alors que vous êtes bel et bien infecté. Il s'agit essentiellement d'IgM. Et nous avons expliqué parce que les IgM se trouvent déjà à l'origine sur la membrane. Le taux de ces anticorps augmente ensuite progressivement pour atteindre un maximum vers la 3e semaine. Puis des plateaux qui s'infléchissent plus ou moins rapidement par la suite. Donc, le pic, il est atteint entre 15 et 21 jours. Voici la réponse primaire et la réponse secondaire. La réponse primaire, elle est observée entre 5 et 10 jours, le pic, et la réponse secondaire, déjà entre 1 et 3 jours. Le pic est petit, le pic est large. Les anticorps, c'est surtout des IgM peu d'IgG, mais pourtant, pour la réponse secondaire, des IgG, ou s'il y a bien sûr des IgA et des IgE. L'affinité de ces anticorps. Les IgM n'ont pas une grande affinité vis-à-vis des épitopes et des antigènes, alors que les IgG ou A ou E ont une meilleure affinité. Donc, il faut toujours laisser la réponse secondaire pour que l'immunité s'installe. Les anticorps maintenant. Ce sont des immunoglobulines constituées de glycoprotéines comprenant 4 chaînes, 2 chaînes lourdes identiques et 2 chaînes légères identiques réunies entre elles par des ponts disulfures. Les immunoglobulines ont une structure en Y. Les 2 branches de l'Y constituent les fragments Fab, Fragment Antigen Binding. C'est grâce à ces fragments où l'anticorps neutralise et attrape les antigènes, dont les extrémités sont les sites de fixation de l'antigène. Le pied de l'Y est appelé fragment FC, fragment crystallizable. Il porte la spécificité de classe de l'anticorps, supporte des fonctions effectrices. Donc c'est un peu comme un poteau électrique. Il y a le pied qu'on appelle FC et il y a les bras qui nous permettent de fixer les antigènes. La différenciation des lymphocytes B a lieu dès l'embryon et se poursuit tout au long de la vie. Avant la naissance, c'est le sac vitellin chez les oiseaux et le foie fœtal et la moelle osseuse sont les sites principaux de la différenciation des cellules B. Après la naissance, c'est la moelle osseuse qui prend le relais. Après rencontre avec l'antigène et activation, une partie des lymphocytes B se différencie en cellules sécrétant les anticorps, les plasmocytes. Le reste donne naissance à des lymphocytes B mémoire. Les stades de différenciation peuvent être divisés en 2. Une phase indépendante des antigènes qui a lieu dans la moelle osseuse. Donc, on a les cellules souches, on a bien sûr les pro-B et on a les pré-B. Et une phase où on a les cellules B immatures qui se déroulent après la moelle osseuse et les cellules B naïves qui vont bien sûr être stimulées. La phase dépendante des antigènes qui a lieu à la périphérie. Les lymphocytes B matures circulent dans le sang et la lymphe et sont amenés aux organes lymphoïdes secondaires, en particulier la rate et les ganglions lymphatiques. La phase dépendante des antigènes a lieu dans ces organes. Si un lymphocyte B interagit avec un antigène pour lequel l'anticorps membranaire est spécifique, la cellule B entreprend une expansion clonale et une différenciation, lesquelles aboutissent à la population de plasmocytes et des cellules B mémoire. Donc, il faut que les cellules B sont stimulées pour qu'il y ait une expansion et une différenciation, s'ensuit par la suite une synthèse. Au niveau de la zone sombre, des ganglions lymphatiques, des mutations somatiques apparaissent au niveau des gènes variables réarrangés des lymphocytes B activés. Au niveau de la zone claire, basale et en l'absence de reconnaissance d'un antigène étranger, les lymphocytes B matures meurent au bout de quelques jours par apoptose. Donc les cellules qui ne sont pas activées vont mourir. Ne restent que les cellules actives pour ne pas provoquer, bien sûr, un embouteillage de ces cellules-là. Les lymphocytes B ayant reconnu un antigène étranger reçoivent un signal de survie et progressent vers la zone claire apicale. Les lymphocytes B activés subissent le phénomène de commutation de classe qui permet l'expansion d'isotypes autres que les IgM et les IgB. Cette commutation de classe a lieu à la suite d'une coopération cellulaire entre les lymphocytes B et les lymphocytes CD4 auxiliaires, qui résulte d'une reconnaissance du CD40 du lymphocyte B et du CD40 ligand du lymphocyte T. Sans ce CD40
qui se trouve sur les B et le ligand CD40 qui se trouve sur la cellule T, la cellule B ne peut en aucun cas synthétiser autre que les IgA. Pour synthétiser les IgA, les IgE et les IgG, il faut qu'il y ait cette coopération qui s'effectue en présence d'interleukines et grâce à l'action d'une cytidine des aminases spécifique des lymphocytes B activés. La différenciation conduit à des plasmocytes sécrétant des IgG, des IgA et des IgE et des lymphocytes B mémoire. Les lymphocytes B mémoire ont une durée de vie plus longue que celle des lymphocytes B naïfs et l'affinité de leurs anticorps membranaires est plus importante par suite de la sélection des mutations somatiques. Les lymphocytes mémoire expriment le plus souvent des IgG, des IgA et des IgE membranaires. Les lymphocytes n'ont pas d'IgG membranaires, des immunoglobulines, mais sécrètent des grandes quantités d'anticorps. Donc, la lymphocyte B naïf, après on aura un immunoblaste, un immunocyte, plasmocyte sécréteur. Voilà nos fameuses cellules, donc cellules souches, cellules pro-B, pré-B, cellule B. Déjà, vous voyez très très bien dans la moelle osseuse, on a déjà les cellules qui présentent les IgM, qui sont immatures, et elles deviennent matures en portant les IgM et les IgD. M et D. Et nous allons voir le rôle de chaque anticorps. Une fois en circulation, dans les ganglions lymphatiques, dans la rate, dans les plaques de Peyer, la cellule B, elle va aller porteuse de ce IgM à la surface, elle peut, sans l'aide des cellules T, devenir plasmocyte et synthétiser des IgM, qu'on connaît maintenant avec pentamérique. Maintenant, avec une interaction des cellules T, helper, elle peut commute et synthétiser les IgG. Et il y aura bien sûr naissance de cellules mémoire. Elle peut bien sûr synthétiser des IgA et elle peut donner des cellules mémoire. Elle peut devenir sécrétrice d'IgE et donner des cellules mémoire. Donc, systématiquement, il y a cette notion de commutation qui est fondamentale, mais au début, on a remarqué qu'il y a toujours les IgM qui précèdent les IgG, les IgA et les IgE. Voici notre anticorps, donc qui sont fixés, constitution, où ça déjà, c'est des récepteurs, des membranaires. Les BCR sont des récepteurs membranaires caractéristiques des lymphocytes B qui leur procurent la propriété de reconnaître directement des peptides antigéniques présents à la surface de l'agent pathogène et celui. Donc, quelle est la nature de ce récepteur? En réalité, ce récepteur n'est autre que le IgD. Le IgD est une forme extraordinaire parce que on a dit que la cellule naïve, elle a les IgM membranaires et les IgD. Les IgD font la fonction de recevoir et capturer l'antigène avant de synthétiser les anticorps. Et c'est pour ça qu'on parle d'IgD sécrétés. On parle de 5 classes d'anticorps, IgD, IgM, IgG, IgA, IgE. Mais on parle de 4 anticorps qui sont sécrétés. Les IgD ne sont pas sécrétés parce qu'ils restent toujours membranaires et ils permettent la capture. Alors, les anticorps, quelle que soit leur classe, sont constitués de 2 chaînes légères et 2 chaînes lourdes liées avec des ponts disulfures. Et les anticorps synthétisés par les plasmocytes diffusent dans le sérum et les humeurs et se lient à l'antigène pour former des humains complexes éliminés par les phagocytes. Les anticorps appartenant à certaines classes sont capables d'activer le système de complément, tels que les IgM et les IgG, une fois qu'ils sont fixés à l'antigène. Voici quelques classes. Ici, nous avons les IgG. Ici, nous avons les IgM. Vous remarquez que la partie Fragment Antigen Binding Fab est presque similaire, mais la partie FC, Fragment Crystal Visible, est fixée ou est spécifique à chaque classe. Voici anticorps et antigènes. On voit très très bien les 2 chaînes légères et les chaînes lourdes, et on voit très très bien la notion de Fab, Fragment Antigen Binding. C'est comme ça, c'est un peu comme 2 mains qui vont capturer l'antigène pour l'emmener
Et déjà, nous avons un premier temps pour le neutraliser. Voici les caractéristiques de nos anticorps, les 5 classes. IgA, IgD, IgE, IgG, IgA. Est-ce que tous, ils ont des sous-classes? Il n'y en a que 2 qui ont des sous-classes. On a les IgGA 1, les IgA 1 et 2, et on a les IgG 1 à 4. 1, 2, 3, 4. Alors, vous remarquez que les autres D, E, M n'ont pas de sous-classe. Ils ont des concentrations dans les sérums, bien sûr. Il n'y a pas de DIPS qui n'est pas libéré. Secreted form, la forme sécrétée. Il y a les IgA qui sont dimériques. Nous les avons vus la dernière fois dans la présentation, donc des IgA qui sont libérés dans la lumière intestinale. La forme sécrétée des IgD n'existe pas parce qu'il reste toujours membranaire afin de capturer. La forme des IgE est monomérique, c'est-à-dire le forme Y, monomère. Les IgG sont des monomères, les IgM sont les plus beaux, sont pentamériques. 5 déjà monomères qui vont se lier. La fonction, les IgA, c'est l'immunité mucosale, on les trouve surtout dans la période digestive, mais aussi l'immunité néonatale passive. La maman donne le lait, elle va donner les IgA. Les IgD sont des naïves, on les trouve, c'est des antigènes récepteurs. Les IgE activent les basophiles et les mastocytes et on les trouve malheureusement dans les réactions d'hypersensibilité des allergies. Les IgG aident à l'opsonisation à activer le complément et bien sûr on les trouve aussi dans l'immunité néonatale parce que les IgG sont les seuls anticorps qui traversent le placenta des humains lors du 3e trimestre. Donc ils sont donnés au fœtus pendant la grossesse et la maman le donne pendant l'allaitement. Et bien sûr, les sous-classes des anticorps sont très très importants, donc 1 et 2 et 3 et 4, parce qu'ils vont nous permettre bien sûr justement de différencier quel type de réponse nous avons, TH1, TH2, mais aussi les IgD, les IgG2, pardon, ont un rôle très très important pendant les 5 premières années de l'enfance parce qu'ils permettent de justement neutraliser les bactéries les plus pathogènes, les méningocoques, les pneumocoques. Et donc, quand vous voyez un bébé malade, souvent, vous faites un dosage des IgG. Et si vous voyez qu'il fait des épisodes de méningite ou des pneumonies, essayez de voir s'il y a des sous-classes, est-ce que les IgG2 sont présents, est-ce que les IgG3 sont présents pour pouvoir différencier. Les IgM sont des cellules B, on les trouve sur les cellules naïves, ils peuvent aider dans la réception, mais aussi ils sont libérés en cas de bactérémie et activent bien le complément. Donc voici notre IgM qui est le plus beau des anticorps avec 5 monomères liés entre eux avec des ponts et on les trouve surtout bien sûr contre les bactérémies. Et voici l'IgGA, on le trouve ici avec 2 monomères qui sont bien liés. Propriétés des anticorps, ils ont tous des propriétés, ils ont leur affinité en fonction de l'antigène. On va voir. Donc, les IgG sont le plus abondants, donc, des anticorps. Les IgA, surtout, permettent à surveiller les surfaces externes, particulièrement mucosales. Les IgM sont très efficaces contre les infections bactériennes du sang, les bactérémies. Les IgD, c'est des récepteurs. Et les IgE, on les trouve bien sûr dans les post-inflammatoires, antiparasitaires et bien sûr dans les allergies. Est-ce qu'ils se lient bien à leurs antigènes? Oui, de la même manière s'ils sont spécifiques. Qu'est-ce qui active le complément? Les IgG et les IgM. Quels sont les anticorps qui traversent le placenta? Les IgG sont les seuls. Quels sont les anticorps qui activent les basophiles et les mastocytes? C'est les IgE. Et bien sûr, qui se lient aux macrophages et aux neutrophiles, les IgG particulièrement et un peu d'IgG. Voilà, chacun a sa fonction. C'est des fonctions, bien sûr, complémentaires. Stimulation des cellules B. La réponse humorale est initiée quand les lymphocytes B rencontrent les antigènes dans les follicules lymphoïdes, des ganglions lymphatiques, de la rate et des organes lymphatiques diffus. Ces organes constituent un lieu de concentration des antigènes.
en se fixant sur le récepteur immunoglobuline Ig, les antigènes déclenchent des signaux biochimiques. Les polysaccharides, les lipides et les autres molécules non protéiques contiennent plusieurs épitopes dans chaque molécule et arrivent ainsi à se fixer en même temps sur plusieurs récepteurs d'une cellule B. Donc, c'est cette caractéristique de pouvoir stimuler. On a ici surtout les polysaccharides, les lipides et les autres molécules non protéiques. Stimulation, on voit ici le microbe. Il est reçu par ces fameux récepteurs, ici particulièrement les IgD, et vous avez bien sûr des signaux qui sont envoyés au noyau pour qu'il y ait déjà début de synthèse. Au début, on synthétise des IgM, et avec la collaboration, on va aller bien sûr dans la synthèse des anticorps spécifiques. Les anticorps aussi, ou les cellules B, obéissent à la notion du double récepteur, double signal. Vous voyez ici un microbe qui passe dans le sang, il est reconnu par le complément qui a été activé et vous avez le complément qui vient de se fixer, le C3D. Quand le complément se fixe, il est activé par les agents infectieux, il se fixe sur le complément. Quand le microbe, avec le complément, arrive à la cellule B, la cellule B a déjà le récepteur, elle peut fixer l'antigène, mais elle a aussi un récepteur, le CR2, qui est spécifique au C3D. Et C3D, comme ça, la cellule B, elle a deux signaux. Le premier, il est donné par l'antigène, parce que c'est un corps étranger. Le deuxième, il est donné par le C3D. Le C3D, il est en train de lui dire à la cellule B, oui, c'est un corps étranger, mais un corps infectieux. Et c'est comme ça que la cellule B va se multiplier. S'il n'y a pas de complément, la cellule B, elle peut capturer l'antigène, mais elle peut ne pas développer ou aller dans l'activation. C'est comme ça que nous n'avons pas des anticorps contre tout. Parce que l'organisme, on a des corps étrangers dans l'organisme, mais on n'a pas, justement, l'activation systématique. Pour s'activer, les cellules T et B ont besoin de double signal. Ici, le signal, il est donné par le complément qui n'est activé que par les corps étrangers infectieux. Les IgM, bien sûr, activent, on les trouve énormément dans le sang et activent, bien sûr, le complément, mais surtout aussi permettent ce qu'on appelle qu'il y ait cette notion d'opsonisation, la phagocytose. Vous voyez très très bien que l'IgM, il s'est fixé au microbe. Il y a l'activation, l'opsonisation, c'est-à-dire recouvrement du microbe par le complément, et l'IgM va venir avec son fragment crystallizable se fixer sur le phagocyte pour qu'il y ait phagocytose. Et exactement, le C3D va encore activer activer le macrophage pour qu'il y ait phagocytose. C'est extraordinaire cette collaboration entre un anticorps de l'immunité spécifique, un complément de l'immunité non spécifique et un phagocyte de l'immunité non spécifique pour compléter la réaction immunitaire. L'opsonisation, elle se fait toujours de la même manière, c'est-à-dire vous avez un antigène, vous avez des anticorps, vous avez l'activation du complément, C3B, et bien sûr, avec ce C3B, la cellule phagocytaire, ici c'est un monocyte, elle a un récepteur pour l'anticorps, la partie FC, et elle a un récepteur pour la cellule, pour le complément. Comme ça, il y a destruction de ce complexe immun. Les cellules B expriment des récepteurs pour les protéines du système du complément qui vont donner un signal pour l'activation des cellules. Les protéines du complément sont activées par les microbes et par les anticorps attachés au microbe. Suite à leur activation par un microbe, ce dernier se trouve enveloppé par la protéine C3B. Et c'est comme ça que les lymphocytes qui reconnaissent l'antigène vont aussi se fixer à la protéine C3B. C'est le concept de deux signaux. C'est comme ça que la cellule B est sûre qu'elle va se cloner pour produire des anticorps, donner des cellules mémoire, mais il y a l'assurance qu'il s'agit bel et bien d'un agent infectieux. Les lymphocytes B qui fixent un antigène à travers le récepteur spécifique endocytent les microbes dans des vésicules endosomales et les présentent.
Donc, les lymphocytes B aussi jouent le rôle de cellules présentatrices d'antigènes. Elles doivent communiquer, bien sûr. C'est cette communication qui est extraordinaire. Voici donc une cellule B qui a rencontré un antigène sous sa forme native. Elle l'a phagocyté. Elle exprime la B7. Ça, nous l'avons déjà vu sur les macrophages. Et elle présente CMH classe 2 comme une cellule dendritique et un macrophage, et elle se rapproche à la cellule T, un T4. Elle lui présente déjà très très bien là, donc l'antigène grâce à la CMH classe 2, et elle lui exprime la molécule B7, et grâce au CD28, la cellule T, elle a besoin de 2 signaux. Vous voyez que cette assurance est extraordinaire. Pour qu'il y ait activation de la cellule B, il faut que l'antigène soit accompagné avec le complément. Là, la cellule B, elle est sûre qu'il s'agit bel et bien d'un corps étranger infectieux. Pour qu'il y ait activation de la cellule T, la cellule B est accompagnée, va encore synthétiser ou exprimer un deuxième signal. Il y a toujours, pour enlever tous les doutes, pour ne pas synthétiser des anticorps contre n'importe quel corps étranger ou activer le système immunitaire, on a cette double régulation. D'un côté, on présente l'antigène et d'un autre côté, on exprime les molécules pour qu'il y ait une meilleure coordination, surtout pour l'immunité spécifique, parce qu'on a des cellules mémoire. C'est ça qui nous permet en grande partie d'éviter qu'on développe des anticorps ou une immunité cellulaire contre nos propres antigènes, parce que quand on fait une erreur, il n'y a pas cette notion de double signal et les maladies auto-immunes n'apparaissent pas. Donc, la réaction TB, nous l'avons citée, et c'est comme ça que les T et les B communiquent. Alors, cette communication est fondamentale. Alors, vous avez la cellule B avec son CD40 et vous avez la cellule T avec son CD40 ligand. Déjà, vous voyez cette armada de récepteurs pour pouvoir, la cellule B a capturé, elle a présenté CMH classe 2, elle a exprimé CD28, le B7, la cellule T, grâce au récepteur de ce CMH et grâce, bien sûr, au CD28, elle va attendre encore une autre molécule qui est exprimée sur les cellules B, le récepteur CD40. Elle va venir avec le CD40, ligand, et cette communication va permettre à la cellule T de sécréter des cytokines. Vous voyez, le récepteur? Et la nature de ces cytokines va influencer quel type de classe d'anticorps on aura. S'il y a l'interféron gamma, la cellule B va produire les IgG. S'il y a parfois l'interleukine 4, la cellule B va synthétiser les IgE. Donc, tout dépend de la nature de ces cytokines qui va définir. Vous vous imaginez. Et si maintenant, on n'a pas une communication, parfois il y a des enfants qui naissent avec des CD40 déficients, ligand. La cellule B, elle présente, mais il n'y a pas ce CD40, alors il n'y a pas de class switching. La cellule B continuera à produire des IgM, mais jamais elle ne produira une autre classe d'anticorps. Ça fait partie des déficits immunitaires. Donc, cette communication CD40 ligand est fondamentale pour changer de classe. Et dans certains déficits, malheureusement, les enfants, les bébés naissent avec un manque de communication ici, et ces enfants sont condamnés à avoir un phénomène dans ce qu'on appelle l'hyper-IgM syndrome. Ils n'ont que des IgM parce qu'ils n'ont pas la possibilité, ou la cellule B n'a pas la possibilité de changer de classe. Class switching. Les cellules helper stimulent les lymphocytes B, naïfs à produire des anticorps spécifiques à chaque antigène. Ainsi, le class switching permet à la réponse immunitaire humorale de s'adapter aux différents microbes. La phase extracellulaire des bactéries virus, on a besoin d'IgG1 et 3. Les éléments sont éliminés par les éosinophiles, ainsi les parasites seront enveloppés par des IgE, car les éosinophiles sont activés par ces anticorps. Donc, chaque antigène, nécessite une classe, et même on a besoin de sous-classes, comme on vient de le voir, IgG1 et IgG3. Le syndrome d'hyper-IgM
Ce syndrome est caractérisé par la présence d'un taux élevé d'IgM contrastant avec une absence totale des immunoglobulines des autres classes. Il est habituellement héréditaire. Plusieurs anomalies ont été mises en cause. Et l'anomalie majeure, bien sûr, c'est surtout cette communication entre le CD40 de la cellule B ici et le CD40 de la cellule ligand de cellule. S'il y a une mauvaise communication, le class switch ne peut pas s'opérer et on aura ce syndrome donc de hyper-IgM. Le défaut se trouve dans le gène XQ27 codant le ligand CD40 qui se situe sur le chromosome X. Donc les T-helpers des patients atteints. Donc c'est une maladie qui est caractéristique des garçons parce que le X malade, s'il trouve un autre X sain, il peut le masquer et les mamans ou les filles sont des porteuses asymptomatiques. Mais malheureusement, si le X, et il y aura moins de dégâts, mais si le X malade se trouve avec un Y, le cas des garçons, le X malade ne peut pas être masqué et les enfants on va s'apercevoir que les garçons sont systématiquement atteints. Les cellules T-helper des patients atteints de ce syndrome n'expriment pas de CD40 ligand au niveau de la membrane, étant donné qu'une interaction entre le CD40 à la surface des cellules B et le CD40 à la surface des cellules helper, signal de costimulation est nécessaire. Et c'est pour ça que quand il y a un problème d'anticorps chez certains patients, on ne doit pas chercher que uniquement les cellules B, il faut aller voir si les cellules T sont saines, si les cellules T sont en taux important, sont actives et expriment le CD40 ligand. Les anticorps viennent de nous donner une sorte de diagnostic différentiel. C'est un problème d'IgG ou un problème d'IgE, on cherche les cellules B. Si les cellules B sont saines, il faut chercher dans les cellules T parce que la collaboration est fondamentale. Ce syndrome est dû à une anomalie du processus du switch, commutation de classe. Les B ne peuvent sécréter que des IgM membranaires en général par défaut de T coopérant. L'absence de signal de costimulation inhibe la commutation de classe, la formation des cellules B à mémoire et la production du centre germinatif. Les IgG et les IgE, on voit très très bien ici que les IgG sont très actifs pour éliminer les germes et surtout activer les NK cells pour qu'il y ait destruction. Et les IgE se lient aux parasites pour activer les éosinophiles grâce à leur partie donc FC. Les anticorps et les parasites, on voit très bien les parasites qui sont larges, les anticorps se fixent et chaque anticorps, par exemple IgE, active les éosinophiles, IgG et active les NK cells et bien sûr les macrophages. IgG et mastocytes, on les a malheureusement les IgE, et mastocytes, on les a dans les allergies. Vous voyez très très bien ici que, ou bien sûr quand on a un microbe aussi, vous voyez très très bien qu'ils fixent le microbe et ils vont, grâce à leur partie cross-linking, ils vont essayer de tirer sur les membranes, donc la membrane des mastocytes pour qu'il y ait libération des médiateurs et bien sûr pouvoir recruter et des cellules qui vont éliminer ce parasite. Et voilà, malheureusement, on les a aussi dans les allergies, 2 IgE sur un mastocyte qui sont activés. Les IgE, qu'est-ce qui se passe? On a ce qu'on appelle cross-binding. Les IgE, avec l'antigène, vont faire l'effet de masse et il y a une dégranulation. Ici, on n'a pas un parasite, mais on a un allergène qui, malheureusement, peut avoir des effets néfastes. L'immunité mucosale, nous l'avons vu dans la dernière présentation, les IgA, après, bien sûr, capture d'antigènes, présentation lymphocytes, communication avec les lymphocytes B. Les lymphocytes B vont synthétiser des IgA qui sont, donc les IgA sont synthétisés, bien sûr, sous forme monomérique. Et après, grâce à cette G-chain, la chaîne J, ils vont se lier en dimères et ils vont traverser, justement, la cellule, donc l'épithélium intestinal et ils vont se retrouver sous forme sécrétée dans la lumière intestinale pour neutraliser. C'est des sentinelles, sont les seuls anticorps qui quittent complètement, pratiquement l'organe de leur fabrication pour aller dehors, pour essayer d'éliminer
les agents infectieux avant qu'ils ne pénètrent. Parce que si un agent infectieux traverse l'épithélium, il se retrouvera systématiquement dans le sang et c'est des maladies qui s'installent. Et là, la beauté d'une collaboration IgA-IgE, par exemple, vous voyez très très bien que les IgA sont synthétisés à l'intérieur, bien sûr, de l'intestin, sortent pour aller éliminer les agents infectieux. Maintenant, s'il y a des agents qui rentrent, particulièrement d'ordre parasitaire, il y aura toujours des IgE qui vont permettre, bien sûr, d'activer les mastocytes et les éliminer. Donc, cette coordination sur laquelle nous avons insisté tout le long de cette formation se voit même dans les produits des cellules de l'immunité. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Nous sommes arrivés à la fin de ces 6 séances. J'espère avoir été à la hauteur de vos attentes et j'espère que ces cours vont vous permettre de mieux cerner certaines notions et j'espère qu'on aura l'occasion de nous voir dans d'autres cours ou bien des cours spécifiques s'il y a la demande. Je remercie les organisateurs, je remercie mon équipe technique qui a veillé sur le bon enregistrement et j'espère vous voir physiquement un jour. Je vous remercie. Au revoir.